c'est du cours. Hein. Il faut avoir lu le cours, c'est tout. C'est pas quelque chose en dehors, ce que je vous avais dit. Donc, ça soit du cours, soit du TD. C'est vrai que c'était pas en dehors de ça. Par contre, ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de, de questions pratiques. Donc, ouais, questions de TD ou appliquées, applicatif plutôt. Applicatif, ouais. Donc, ouais, on va faire affaire à la fin du TD. Est-ce qu'on attend encore un peu? Hein, vous me dites, est-ce que vos camarades ils sont là ou pas? On commence. On commence sinon, non? C'est que la théorie du chapitre 1 et 3. Ouais. Madame, il y aura un enregistrement, donc on peut commencer. Ah bah, très bien, alors on commence. Donc, je vais partager l'écran. D'accord? On va partager l'écran. Et on reprend le TD de la dernière fois. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté dans le filtre quotient. Mais on a fait le calcul du filtre quotient d'une manière, en utilisant la formule de base. Donc la formule, c'est celle-ci. C'est cette formule-là. Voilà, c'est celle-là, c'est cette formule-là. Et donc cette formule-là, on l'a fait, on a calculé, ça nous a donné un chiffre en une dimension. Et on a fait quelques tests. Et en vrai, avoir un filtre comme ça, c'est pas pratique. Si vous avez remarqué, les filtres, la plupart du temps, utilisent des valeurs discrètes et non pas des floats ou des réels. Et bon, on va revenir sur, on va expliquer comment on va discrétiser un filtre. Donc, on va reprendre le filtre de la dernière fois, donc c'était celui-là. Donc, c'était avec on avait calculé avec cette formule-ci. Et on a ici, ce que je vais afficher ici à droite, là, on va prendre le stylo. On va prendre le stylo ici. Voilà. Je prends mon stylo. Oups. Ben, ici c'est la valeur de la somme de tous les éléments de ce tableau. Donc, c'est approximativement presque 1. C'est 0,98. Et donc, on fait en réalité ce qu'on applique, ce qu'on oublie d'appliquer ici, c'est que dans le filtre gaussien, on doit normaliser sur une certaine valeur. Et ici, c'est la somme. Donc, on va normaliser sur la somme. Et ça va donner quelque chose comme ça. Regardez, les valeurs ici, elles changent. Hein, 0,80, par exemple, ici, 0,5, 159. Je passe ici, je tombe sur 0,156. C'est très, très subtil comme changement. Et on a tout ce qu'on observe ici, c'est qu'on a des valeurs réelles. On a beaucoup, beaucoup de chiffres après la virgule. Et ce genre de calcul, ben, ça peut, si je change le nombre de chiffres après la virgule, ça peut changer radicalement mon calcul de Gaussien, ça peut changer radicalement mon filtre, etc. Et donc, en vrai, on a besoin d'une part de discrétiser, mais discrétiser pour avoir des valeurs discrètes, donc des entiers. Et la deuxième, ce qui est aussi important, ce qui est assez à noter, c'est que ce calcul est très fastidieux. Si vous vous rappelez, on commence par les i au carré, les j au carré, et puis après on divise le tout, et puis on monte un tout à l'exponentielle, puis après on normalise par 2pi sigma au carré. Et tout ce calcul, en vrai, il est assez complexe. Donc on aura une complexité environ de n au carré pour ce genre de matrice. Donc c'est un peu long, c'est très long même. Et c'est pas pratique. Si par exemple là ça va, on a un filtre de 5 par 5. Si j'avais des filtres encore plus grands, le calcul sera encore plus fastidieux et encore moins précis. On aura encore plus de chiffres après la virgule, plus de 0,0 entre les chiffres. Et donc, si on fait des approximations, on aura vraiment des valeurs qui seront pas jolies à la fin sur nos filtres. Et donc, le calcul il va être impacté par ça. Et donc, on a un besoin. C'est quoi ce besoin? C'est le besoin de discrétiser ces valeurs. Mais avant de savoir comment on va discrétiser ça, alors il y a plusieurs façons. On va ici étudier une seule, et qui est celle qui est utilisée celle qui est appliquée sur OpenCV. On ne va pas entrer tout dans les détails très 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 mathématiques, donc on va partir d'un exemple pratique, d'accord? Donc il faut quand même un petit peu de maths. Donc je vais vous demander de suivre quand même. Hein, c'est toujours un peu de maths, mais on va éviter la partie trop théorique des maths parce que ça sera pas, c'est pas dans votre cours et c'est pas les informaticiens. En vrai, on n'a pas besoin de ça. D'accord. Donc on va quand même expliquer certaines notions. On va juste reprendre une chose, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la formule de base de notre gaussienne, c'est qu'il y a un exponentiel. Il y a une propriété très intéressante dans la fonction exponentielle, c'est que le e
exponentielle de a plus b, donc d'une somme, c'est égal à l'exponentielle de a fois l'exponentielle de b. Et c'est très, très intéressant. Donc là, l'équation précédente, elle devient comme ça. L'équation précédente qu'on avait ici pour la formule gaussienne, on voit ici qu'on a une somme, hein, d'accord. Et ce qu'on peut faire, on applique la propriété de l'exponentielle, et cette somme, elle devient quelque chose comme ça. Donc on aura le i, on transforme, ça sera e de a fois e de b, donc on aura e de i sur moins 2 sigma au carré fois e de j au carré sur moins 2 sigma au carré. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça, attendez, voilà. Oups. Parce que pour ce qui est intéressant, c'est que ce calcul-là, ça veut dire que j'ai pour mon x, pour mon axe x et pour mon axe y. Et on va éviter tous les longs calculs mathématiques, mais pour faire simple, g de x, y à la fin, grâce à cette propriété de l'exponentielle, on peut la transformer par g de x fois g de y. C'est-à-dire qu'on peut appliquer deux filtres de une dimension sur l'axe x et un deuxième filtre sur la seconde dimension, c'est-à-dire sur y. D'accord? Donc c'est x, y, une dimension sur x et une dimension sur y. Et au total, ça me fera le même effet que si j'avais appliqué mon filtre gaussien sur les deux dimensions. Ça, c'est très, très intéressant. On appelle cette propriété du filtre gaussien, on dit du filtre gaussien que c'est un filtre séparable, c'est-à-dire que si j'ai deux vecteurs, parce que quand on est dans le cas ici, on a un kernel, c'est-à-dire on a un filtre de deux dimensions, et c'est l'équivalent d'appliquer un filtre comme ça sur Y, donc une dimension fois voilà, un filtre comme ça de une dimension sur l'axe de Y. Donc ici c'est X, ici c'est Y. Et donc, si on arrive à calculer ce filtre-là, et ce filtre-là, ça revient à calculer tout ce grand filtre ici. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce qu'on a une équivalence dans cette formule-là. Est-ce que, pour l'instant, il n'y a rien de sorcier normalement, d'accord? Est-ce que c'est clair cette explication? Voilà, que g de x, y, c'est l'équivalent de g de x et de g fois de g de y. Pourquoi? Grâce à la propriété de l'exponentielle. Et donc, on dit du filtre gaussien que c'est un filtre séparable. Très bien, c'est un filtre séparable. Et en vrai, qu'est-ce qu'on va faire avec après? Si j'ai g de x et g de y inséparément, est-ce que ça peut me permettre directement de calculer g de x, y? Et c'est ce qu'on va voir dans la série suivante. Et est-ce que, la question qu'on se pose aussi, est-ce que ça va nous permettre de pouvoir discrétiser notre filtre gaussien? Et donc, on va voir ça dans ce qui suit. Donc, je reprends mon g de x. Donc, c'est g de x, ça veut dire c'est quoi? Je calcule, j'applique la même formule que tout à l'heure, hein, la g de x qu'on avait tout à l'heure, mais sur une seule dimension. Donc, si je reprends, comme on avait fait la dernière fois avec une matrice, c'est-à-dire le filtre Tn1, il était de 5 fois 5. Ici, on nous demande toujours sigma égale à 1. Je réécris ici. Sigma égale à 1. Oups. Sigma égale à 1 et k égale à 5. Donc, pour g de x, on aura quoi? On aura quelque chose comme ça. On démarre à partir de là, c'est x. C'est mon vecteur x. Et on applique au fur et à mesure la formule de la gaussienne pour une dimension. C'est une gaussienne une dimension, c'est g de x, et on va appliquer cette formule. Donc la prochaine étape, c'est quoi? C'est que je mets au carré le x au carré, et donc j'obtiens ces valeurs-là. Vous voyez bien que c'est le carré des valeurs que j'ai ici. Donc moins 2 devient 4, moins 1 ça devient 1, 0 ça reste 0, le 1, 1, et le 2 devient 4. Très bien. Ensuite, je continue. Donc je divise le tout par, alors on a x au carré divisé par moins 2 sigma au carré. Sigma, c'est toujours égal à 1, donc ça revient x au carré à diviser par moins 2. Donc j'ai 4, ça devient moins 2. Le 1, ça devient moins 0,5. 0, ça devient 0. 1, 0. Le 1, c'est 1. Ici, c'est 1, ça devient 0,5. Et le 4, ça devient moins 2. Alors, je me suis trompée ici. Ici, c'est de moins. Je me suis trompée. Je fais une petite erreur. Je corrigerai ça après. Donc, on continue. Donc, je lève tout à l'exponentielle. Donc, l'exponentielle de ça, c'est la formule, hein, ce qui dit qu'on lève tout après à l'exponentielle. Donc, on obtient ces valeurs-ci à partir de ce tableau. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait un passage de là à là, de là à là, de là à là, pour appliquer la formule qu'on a de gaussienne. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On divise le tout par 2pi
sigma au carré. Et voici la formule. Donc, ça, c'est la formule qu'on a, une fois qu'on a appliqué, on a divisé par 2π sigma au carré, on obtient cette valeur. Et cette valeur ici, c'est quoi? C'est g de x. D'accord? Donc, ici, c'est g de x. Bon, c'est très bien. Et sauf que, bon, c'est plus rapide, c'est plus facile. On observe que c'est plus rapide de calculer sur un axe. Qu'est-ce qu'on peut observer? C'est que g de x, en vrai, c'est le même que ça sera le même que le g de y. Pourquoi? Parce que le y, il démarre avec les mêmes valeurs, moins 2, moins 1, moins 0, moins 1. Sauf que c'est comme ça, c'est sur un axe comme ça. Donc, on aura un vecteur à la fin qui sera vertical au lieu d'horizontal. D'accord? Et donc, g de x et g de y, ben, en fait, en calculant g de x, ben, j'ai juste calculé un vecteur au lieu d'une matrice. Et g de y, ce sera le même. Donc, c'est très bien. Donc, j'ai réduit la complexité. C'est très bien, mais ce que j'ai encore un problème, c'est que j'ai des valeurs encore réelles. Et ça ne m'arrange pas. Pourquoi? Parce que ça ne m'arrange pas en termes de précision. Si plus j'ai des chiffres après la virgule, moins mon résultat sera précis. Alors que si j'ai un chiffre rond, donc un nombre discret, un entier, si je le multiplie quand je fais une convolution par l'image, j'aurai des entiers. Et ces entiers-là, ça me permet de garder une certaine précision dans mes résultats. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va normaliser. Ben, en fait, la solution, c'est quoi? Ben, on va juste normaliser ce vecteur qui est g de x qui est là. J'ai mon vecteur qui est ici, et je me dis, mais en fait, je vais juste lui appliquer une normalisation. Et en fait, ça peut être n'importe quelle normalisation. Ici, dans mon cas, j'ai envie de choisir une particulière. Ça sera diviser, normaliser en divisant par le minimum. Donc la valeur minimum ici, c'est celle-ci. Donc c'est celle-là ma valeur minimum de mon vecteur. Vous voyez que c'est 0,2, ici c'est 0,95, ici c'est 1, etc. Donc quand je divise ce vecteur par le minimum, ici j'aurai un 1. D'accord? Cette valeur divisée par elle-même, c'est 1. Ici aussi, c'est pareil. Quand on applique, on divise directement tout par le 1000, on obtient un vecteur comme ça. Et là, je me dis, youpi, j'ai g de x, qui est une approximation g' de x, ici, tu appliques ici g' de x, d'accord? Qui est une approximation de g de x discrète. D'accord? J'ai une approximation de g de x qui est discrète, mais c'est parfait. Donc, si j'ai un filtre ici en une dimension 1, 4, 7, 4, 1, voici, et que je fais la même approximation avec g de y, j'aurai g' de y, ça sera, il sera comme ça, il aura la même forme que g de x, mais dans ce sens-là. Donc, aussi, on aura 1, 4, 7, 4, 1. Donc ça, c'est joli, c'est bien joli. Mais je me dis encore une fois, est-ce que je peux faire plus simple que ça? Parce que là, j'ai réduit la complexité en l'interne à n au carré. Et là, on l'a réduit à n. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut faire plus simple que ça? Est-ce qu'on peut faire sans passer par toutes ces étapes et surtout sans passer par une sorte de normalisation? C'est-à-dire que quand même, j'ai des vecteurs, j'ai des informations réelles et la normalisation, ça prend du temps. Parce qu'en vrai, je repasse par chaque élément et je cherche le minimum de ce vecteur et je divise tout ce vecteur par le minimum. C'est-à-dire qu'il y a quand même une complexité cachée, qui est cachée qu'on ne voit pas ici. Hein, je parcours tout mon vecteur pour chercher la valeur minimum et une fois que j'ai trouvé la valeur minimale, qu'est-ce que je fais? Je divise mon vecteur par le minimum. Et en fait, tout ce travail, tout cet algorithme, il est lent. Donc, je me pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus rapide d'obtenir ce vecteur g' de x mathématiquement et analytiquement? Et la réponse, c'est que oui, on peut. D'accord? Et comment on peut faire ça? Il faut revenir un petit peu aux maths. Alors, comme je vous ai dit, on ne va pas rentrer trop en détail, mais on va je vais vous expliquer un principe qui est connu. Hein, donc, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais mathématiquement, je vais reprendre d'abord. Okay, ça, c'est quoi? C'est une forme gaussienne. C'est une formule. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Une gaussienne, c'est une cloche. Alors, sur une dimension, ça ressemble à ça. C'est une montagne, d'accord? Où au sommet, c'est la valeur la plus élevée. Et plus on s'éloigne de ce centre, qu'on va faire ici, plus on s'éloigne, plus les valeurs vont diminuer jusqu'à arriver à quelque chose de proche du zéro. Donc ça, c'est ma valeur gaussienne. Donc ça, c'est une fonction gaussienne à une dimension. Si vous vous rappelez la dernière fois, une fonction gaussienne à une deux dimensions, c'est une cloche dans toutes les dimensions, donc sur 360 degrés. Là, non, c'est sur une dimension, donc ça ressemble à ça. Et en fait, c'est une fonction continue.
c'est très bien. On a vu que c'était des réels. Quand on calculait une fonction gaussienne sur, par exemple, la 5, on avait des valeurs réelles. Et là, je me pose la question, est-ce que mathématiquement, il n'y aurait pas quelque chose qui ressemblerait à qui serait une approximation de ma formule, de ma fonction gaussienne, dans le cas discret? En d'autres termes, est-ce qu'il n'y a pas une fonction mathématique ou quelque chose, un principe mathématique, qui me donnerait directement des valeurs gaussiennes discrètes, pas des réels, pas des floats, pas des réels, donc discrets, c'est des entiers naturels, mais de manière automatique. Et en fait, la réponse est oui, il existe une telle fonction. Et cette fonction, c'est quoi? Ça ressemble à ça. Et cette fonction, elle est connue sous le nom du triangle de Pascal. Alors, si quand vous avez fait, je pense, en première année algorithmique, je pense que vous avez quand même un petit peu étudié le triangle de Pascal. Je ne sais pas, peut-être que vous l'avez rencontré en tout cas. Si vous n'êtes pas entré en détail dans c'est quoi le triangle de Pascal. Mais le triangle de Pascal, il a une propriété mathématique qui est assez intéressante. Chaque ligne du triangle de Pascal est une approximation discrète d'une fonction gaussienne. Alors ici pour 1, ici pour 2 éléments, ici c'est pour 3 éléments, ici pour 4 éléments, ici pour 5, ici pour 6 éléments. Donc si vous remarquez bien, je prends une ligne au hasard, j'ai 1, 2, 1, on a bien une forme qui ressemble à une cloche. Si je prends la dernière ligne, peut-être celle-là d'ailleurs, le 1, le 4, le 6, le 4 et le 1, encore une fois, si c'est encore une fonction qui ressemble à une fonction gaussienne. Donc, le triangle de Pascal, chaque ligne est une approximation discrète d'une fonction gaussienne. Cette propriété est très intéressante. Pourquoi? Parce que je retrouve un vecteur discret, un vecteur d'entier naturel à l'intérieur de mon triangle de Pascal. Donc, il suffit, en fait, pour faire une approximation gaussienne, de prendre une des lignes pour chaque élément. Donc, si j'ai un cas ici qui est égal à 5, ou si j'ai un cas égal à 3, égal à 2, ou peu importe mon cas, en fait, si pour chaque cas, j'aurai une ligne qui lui correspond une valeur directement, une approximation de mon g de x. De mon g de x, donc ce serait une approximation de mon g de x de manière discrète. C'est-à-dire que j'aurai des entiers naturels. Et donc, si je reprends mon triangle de Pascal, on va rentrer un petit peu dans les détails. Donc, par exemple, ça c'est mon triangle de Pascal. Je regarde cette ligne ici. Et qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez quand je prends cette ligne ici? Vous remarquez quoi? Bon, on a vu que c'était une gaussienne. Il n'y a pas de photo. Mais qu'est-ce que vous remarquez par rapport à tout à l'heure? Regardez G de X qu'on a calculé tout à l'heure. Ça ressemble. C'est une approximation. C'est pas les valeurs parfaitement gaussiennes. C'est une approximation d'une gaussienne. On remarque que ce vecteur-là et ce vecteur-là, ils se ressemblent. Ils sont assez proches. À un élément près, ils sont assez proches. Et donc, on peut utiliser directement les lignes du triangle de Pascal pour faire une approximation gaussienne. D'accord? Et donc, comment on va faire ça? Mais vous allez me dire, en fait, ça ressemble, ouais, c'est bien, mais au final, j'ai juste un g de x, d'accord? Et des g de y. On a dit que le g de y, c'est quoi? C'est le même vecteur g de x, sauf qu'il est écrit d'une manière verticale, pas horizontale, d'accord? Donc ça, c'est bien. Mais maintenant, la question que je vous pose, c'est comment faire pour retrouver un kernel gaussien, gaussien, en 2 dimensions à partir de ces éléments discrets, à partir de ces 2 vecteurs, g de x et g de y. Est-ce qu'on peut le faire? Et si on ne peut pas le faire, et si on peut le faire, comment le faire? Donc la question que je suis en train de vous poser, c'est comment, à partir de valeurs discrètes, en une dimension, je peux reconstruire un filtre gaussien à 2 dimensions qui soit lui aussi discret. Et ça, c'est bien, c'est ce qu'on va voir encore dans la suite de mon slide. Et donc, je reprends la formule qu'on avait vue tout à l'heure, qui nous disait que g de x, c'est g de xy, c'est g de x fois g de y. Alors, il y a un principe mathématique que je ne pense pas que vous l'ayez fait. En vrai, on n'a pas fait ni en analyse, ni en algèbre, qu'on appelle le produit tensoriel. Alors, c'est quoi le produit tensoriel? On appelle aussi the outer product.
c'est-à-dire le produit externe. Et donc, c'est quoi le produit tensoriel? Le produit tensoriel, c'est ça. Donc, je prends une de mes lignes de mon triangle de Pascal de tout à l'heure. Ça, c'est le G de X, bon, G' de X, par exemple, qui vient de Pascal. Hein. Je vais l'appeler G' Pascal de X. Et ça, c'est quoi? C'est G' Pascal de Y. Et en faisant le produit tensoriel, qu'on va noter comme ça, d'accord, on pourra reconstruire une matrice en 2 dimensions. Et l'idée, c'est que pour chaque élément ici de mon vecteur G' de X, je lui multiplie le vecteur. Donc ici, chaque élément sera multiplié par mon vecteur. Chaque élément sera multiplié par mon vecteur G' de X. Donc pour chaque élément ici. Et donc, on va appliquer ça. D'accord. Donc, je vais vous demander de suivre avec moi et de calculer avec moi le résultat euh, de mon produit tensoriel. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le premier élément, c'est 1, de mon G de Y, ici c'est Y, ici c'est X. Donc, j'ai mon premier élément, c'est 1, je vais le multiplier par mon vecteur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que j'aurai pour la première ligne? C'est facile, j'aurai 1, le deuxième c'est 4, 6, 4, 1. Donc là, je n'ai pas de problème. D'accord? Je reviens ici, c'est mon deuxième élément. Je repasse ici, c'est mon deuxième élément. C'est quoi? C'est 4. Et 4, donc je vais multiplier par mon vecteur. Donc 4 fois 1, c'est quoi? C'est 4. D'accord? 4, qui est là, fois 4, cette fois-ci, c'est quoi? C'est 16. 4 fois 6, c'est quoi? C'est 24. 4 fois 4, c'est 16. Et 4 fois 1, c'est 4. Et je continue. Donc ici, c'est 6. Donc ici, je passe à la troisième ligne. Donc 6 fois 1, c'est 6. 6 fois 4, c'est 24. 6 fois 6, c'est 36. 6 fois 4, c'est encore 24. Et 6 fois 1, c'est 6. Très bien, Vu je que passe. c'est symétrique, on peut les remplir directement. Exactement, oui, bravo. En vrai, on a juste besoin de calculer ça. Un bout de ma matrice. En vrai, si on a juste calculé ça, il suffit de recalquer horizontalement et verticalement. Donc, bravo. Donc, vous allez remarquer que c'est symétrique. Et donc, comme c'est symétrique, qu'est-ce qui se passe? La première ligne, c'est égal à la dernière ligne. La deuxième égale à la troisième. Et on observe aussi que la première colonne est égale à la dernière colonne. Et la deuxième ligne égale à la quatrième ligne. Donc, ce qui réduit considérablement le nombre de paramètres à calculer. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? J'ai pris ma fonction de Pascal, une ligne, une approximation de ma gaussienne à partir du triangle de Pascal, et j'ai reproduit un G Pascal, on va l'appeler G Pascal, G' Pascal de XY. D'accord? Donc, comment on fait pour reconstruire un vecteur en 2D? En utilisant le produit tensoriel. Le produit tensoriel qui est une multiplication. Vous avez compris, le produit tensoriel, c'est la multiplication de chaque élément d'un vecteur vertical par un vecteur horizontal. D'accord? Donc, je passe de 2 petits vecteurs, donc de 2 dimensions. Donc, le produit tensoriel, il me permet, à partir de 2 vecteurs une dimension, d'obtenir une matrice en 2 dimensions. D'accord? Donc, ça, c'est pour le produit tensoriel. Donc, comment on a reconstruit? On a reconstruit une approximation. Donc, regardez ce que c'est. Ça, c'est une approximation avec le triangle de Pascal de ma fonction gaussienne. Mais en vrai, je ne suis pas très satisfaite. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, moi, j'avais, quand j'ai calculé mon G de X, ici, j'avais obtenu quelque chose qui ressemble à 7. Donc, en vrai, si j'applique le même principe avec ce vecteur-là, j'obtiens le même produit, donc le produit tensoriel avec ce vecteur-là, donc c'est le G de X, hein, celui qu'on avait calculé, G' de X. Et ici, c'est avec le même principe avec le Y, oups, G' de Y, donc, oups, je vais passer comme tout ça. J'obtiens les mêmes valeurs. Donc, c'est 1 fois 7 donc, par ce vecteur. Donc, c'est 1, 4, 7, 4, 1. Ici, c'est la même chose. Donc, 4 fois 1, c'est 4. 4 fois 4, c'est 16. 4 fois 7, c'est 28, etc. Seulement, voilà. En vrai, dans mon triangle de Pascal, je n'ai pas cet élément 1, 4, 7, 4, 1. Et donc, ce qu'ont fait les ingénieurs, enfin, en vrai, les ingénieurs, c'est plutôt les mathématiciens qui ont fait quelque chose. Mais en fait, ils se sont dit que, regardez ici, la somme de tous les éléments de ce vecteur, de cette matrice, c'est 289. En fait, ils se sont dit que si je reprends la matrice précédente où il y avait un 6, j'avais la somme qui est égale, on l'avait dit, on l'avait calculé, c'était 16 fois 16, donc c'est 16 au carré. C'est égal à 256. Ici, c'est combien? C'est 17, et je vais vous expliquer où il y a le 16 et où il y a le 17.
Je reviens ici parce que je suis allée un peu trop vite. Ici, la somme de ces éléments ici, c'est combien? C'est 16. On a 1 plus 4, c'est 5. 1 plus 4, c'est 5. Donc 5 plus 5, 10. Et 6, c'est 16. Donc 16 fois 16, au total, j'ai 256 éléments dans ma matrice. La somme de tous ces éléments ici, c'est égal à 256. Donc, je l'ai écrit ici. Je vais me passer. Et donc, en vrai, si j'applique le même principe ici avec ma matrice qui est G de X qu'on avait calculé tout à l'heure, avec un 7, on obtient une somme qui est égale à 289 et qui est assez éloignée de 256. D'accord? Tout à l'heure, on avait calculé, c'était 256. Quand on avait un vecteur, il y avait un 6. Quand on remplace le 6 par le 7, on obtient une matrice qui a 289 en termes dans la somme de cette matrice, c'est égal à 289. Et en vrai, le problème, c'est qu'on doit trouver un compromis. Pourquoi? Parce qu'en vrai, on ne va pas recalculer, on ne va pas s'amuser à calculer à chaque fois ce vecteur-là. On ne va pas s'amuser à calculer ce vecteur-là. Donc, ce qu'on fait, c'est que on prend notre... Et on ne va pas s'amuser à le calculer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans mon triangle de Pascal. Je prends ce qui est un élément directement de mon triangle de Pascal et j'applique un produit tensoriel. Je ne vais pas m'amuser à recalculer avec la formule gaussienne le x au carré, puis je divise par 2 sigma au carré. Après, je monte à l'exponentielle, et puis je divise par 2 pi sigma au carré. Tout ça, c'est très, très long, on l'avait dit, c'est complexe. Alors qu'ici, j'ai directement un élément dans mon triangle de Pascal. Donc, ce qu'on fait mathématiquement, c'est qu'on va trouver un compromis. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une différence de 289 éléments à 256 éléments. Regardez ici, dans mon triangle précédent, ici j'ai 24, ici j'ai 36, ici j'ai un 28, ici j'ai 80 et j'ai 49. Il y a quand même une différence lorsque j'applique un produit tensoriel avec 1, 4, 7, 4, 1 et 1, 4, 7, 6, 4, 1. Cette différence-là, elle est quand même importante. Elle est là, c'est cette différence qu'on a dans ces éléments. On a à peu près une trentaine d'éléments de différence dans la première matrice et la seconde matrice. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on doit trouver un compromis. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'en fait, ils se sont dit, mais en fait, il y a 33 éléments qu'il y a de différence. Donc, on va prendre quelque chose entre les deux. Donc, un compromis, c'est un compromis. Et donc, ça sera 33, qui est la différence entre 289 et 256, qui est égal à 33. Et on va faire un compromis, donc on va changer 16 éléments de ma matrice. Donc, si je reprends ma matrice précédente, qu'est-ce qui va se passer? Je vais reprendre ma matrice précédente et je vais enlever 16 éléments. Donc, quand vous voyez bien ici, si j'enlève 16 éléments, si j'enlève ici 2, j'aurai 26. 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 Ici, 6 fois 2, j'ai enlevé 2 à chaque fois. Donc 2 fois 4, c'est égal à 8. J'ai enlevé 4 fois 2. Donc 2 fois 4, c'est égal à 8. Et donc, il me reste encore, donc, à partir des 16, il me reste encore 8. Et donc, je vais encore enlever ici 8 et ça va me donner quelque chose comme 41. Alors, cette matrice, elle a été construite. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a dit, en fait, je vais prendre un compromis et je vais l'appliquer de cette manière. Je vais enlever des éléments de ces cellules ici. Celle-ci, 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 celle-là et celle-là. Il y a une raison mathématique derrière, mais ce n'est pas le but ici, parce que ça va encore nous plonger dans des choses encore plus compliquées, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous compreniez que cette matrice finale qu'on vient d'obtenir en enlevant 16 éléments, en diminuant ma somme, la somme de mes éléments de 16, j'enlève 16 éléments 16 valeurs de ma matrice, elle est une forme optimale, une forme de compromis entre ce qu'on obtient avec le triangle de Pascal et mon approximation gaussienne. Parce qu'on ne peut pas recalculer celle-ci à chaque fois et on ne peut pas utiliser celle qui est dans le triangle de Pascal, qui est quand même assez éloignée de ce qu'on a. Et donc, ce compromis qui est ici, c'est la forme, c'est là, c'est là, c'est là. J'attends que vous me dites c'est quoi. C'est mon filtre gaussien à 2 dimensions. Et la communauté de la vision, même en OpenCV, utilise cette matrice-là. Si vous voyez bien, ici on a un 26 au lieu d'un 28. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on calcule
le filtre gaussien à 2 dimensions, c'est une des approximations qui existent. Il y en a d'autres. Il y a d'autres façons de le calculer. Il y a d'autres manières aussi de l'appliquer. Ces optimisations et d'appliquer les approximations mathématiques. Mais celle-ci, c'est la plus, on va dire, répandue. Puis c'est celle qui est utilisée par OpenCV. Donc au final, ce filtre, alors qu'est-ce que c'est que le 273? C'est la somme de tous les éléments. Si vous regardez, si on revient ici, 256, 289, 256, c'était 33. En fait, c'est juste le 289. Regardez, 256. Si vous vous posez la question, donc 9 moins 6, c'est 3. 8 moins 7, c'est 3 aussi. C'est 3, c'est 33. Plutôt, ah non. 289 plutôt, pardon. 16. Parce qu'on a éliminé 16 éléments. 9 moins 6, c'est 3. 8, c'est 273. Voilà. Donc au final, la somme qu'on obtient dans cette matrice qui est modifiée, c'est 273. Donc, quand on, ici, ce facteur-là, c'est juste pour normaliser mes calculs de convolution. Donc, on peut l'ignorer. Ce qui importe, c'est comment on a calculé, comment on est arrivé à calculer cette matrice gaussienne. D'accord? Est-ce que vous avez compris de manière globale comment on la calcule? Ou est-ce que je recommence? Il n'y a pas de problème, parce que je pense que c'est un petit peu costaud, je pense. Alors, je vous écoute. Je sais que c'est costaud, un petit peu de mathématiques, hein, on présente d'être perdu et tout, mais ça vaut, c'est important. Donc vous me dites, sinon je recommence. Il y a un. Oui. Donc il faut toujours faire les calculs de G de X, après faire la normalisation, après, pour faire la différence. Alors, pardon. En vrai, pas toujours. Parce que des fois, le G de X, il est exactement ce qu'on a dans le triangle de Pascal. Par exemple, si je prends un autre cas, on va prendre un autre cas, par exemple, je pense K égale à 3. Si je prends K égale à 3, donc on aura moins 1, 0, 1. Donc au final, on aura 1, 0, 1. Et puis, ce sera. Je pense on obtiendra quelque chose comme. Donc, par exemple, dans le K égale à 3, on aura exactement ce vecteur-là. Donc le K égale à 3. On aura le G de X, il sera exactement. La discrétisation de mon G de X, elle sera exactement égale à. Et donc, au final, mon filtre gaussien, ça sera juste le produit tensoriel de 1, de 1. Donc, j'aurai 1, de 1, 1, de 1, quelque chose comme ça. Donc, j'ai 1 ici, 1 ici. Je ne suis pas très sûre, je ne me rappelle plus trop. Mais normalement, voilà, j'aurai quelque chose comme ça. Mais si ce n'est pas le cas, vous êtes obligé toujours de recalculer le G de X et de faire donc, le compromis qui est entre ces deux vecteurs. Donc, au final, vous calculez le G de X qu'on a et celui qu'il y a dans le triangle de Pascal, et vous faites un compromis pour obtenir le filtre gaussien discret. Donc faites-le. Hein. J'ai peur de dire une bêtise et de ne pas être sûre de mon calcul. Je pense que oui, à chaque fois, il faut le faire. D'accord? Et ça, c'est la méthode la plus simple. Parce qu'il y a d'autres méthodes d'approximation qui utilisent le triangle de Pascal, qui est un peu plus compliqué, et qui utilisent quelque chose de beaucoup plus formel, qui s'appelle les séries de Taylor. Et j'ai pas envie que vous passiez avec cette méthode qui est beaucoup plus compliquée. En vrai, il faut juste recalculer le G de X de la manière classique, donc la manière analytique avec la formule, d'accord, et de prendre celle du triangle de Pascal et trouver un compromis entre les deux. D'accord? J'ai répondu à votre question. Oui, merci. Ok, est-ce qu'on recommence? Est-ce que vous avez compris comment on calcule? Est-ce que vous voulez qu'on recommence? Est-ce que vous avez compris c'est quoi le produit tensoriel? On est obligé de recalculer à chaque fois. J'en ai essayé, j'en ai essayé, t'as le 3. Parce que maintenant, vous m'avez posé une question, j'aimerais savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Ici, on va le faire.
Je vais juste, je suis curieuse, hein, vous m'avez posé une colle, et j'ai envie d'essayer de voir si ça donne le même vecteur ou une approximation de celui-ci. Donc, on va aller dans Colab et on va essayer de calculer ça tout de suite. Alors, sinon, est-ce que vous avez compris c'est quoi le principe de la discrétisation? L'idée, c'est quoi? Je vais revenir juste à l'idée. L'idée, c'est qu'on utilise une propriété importante de la fonction gaussienne, qui est qu'elle est séparable. Ça veut dire que, grâce à ça, je vais éviter les grandes démonstrations, l'exponentielle, elle est séparable. Et donc, la formule à la fin gaussienne, qui est g de x, y, elle peut être écrite de g fois g de x fois g de y. D'accord? Donc, on peut avoir deux filtres gaussiens. Un filtre gaussien comme ça qui est en deux dimensions. C'est l'équivalent d'un filtre gaussien à une dimension dans un axe, auquel on applique un second filtre dans le deuxième axe. D'accord? Donc, ça, c'est sympa. Ça permet de séparer, donc ça permet de réduire le temps de la complexité du calcul. Sachant que le x et le y seront les mêmes. Pourquoi? Parce que on va revenir à l'exercice. Ici, c'est mon x, mais ça aurait pu être aussi mon y. Hein. D'accord? Donc, on a moins 2, moins 1, 0, 1 et 2, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est la distribution gaussienne. Le centre, on avait dit que le centre, c'est toujours le 0. Donc, à gauche, c'est moins 1, moins 2, 1, 1, 2 pour où gk égale à 5. Et c'est pareil pour le y. Donc, le g de x calculé g de x, ça revient aussi à calculer g de y. J'ai réduit la complexité. Et donc, j'applique mon calcul gaussien comme ça. Et après, ce que j'ai fait une normalisation en divisant par le nu. Ici, c'est moi qui l'ai fait comme ça. On peut utiliser notre normalisation, je ne sais pas, ici, c'est celle qui est utilisée dans le cas de l'utilisation de Pascal, du triangle de Pascal, en divisant par le min. Donc, je parcours ce vecteur, le minimum, c'est cette valeur-là, donc je divise tout mon vecteur par cette valeur. Donc, j'aurai 1, pour le cas égal à 5, j'aurai 1, 4, 7, 4, 1. Donc ça, c'est ma valeur de g de x, une approximation. Donc, c'est g mon g de x dans le cas discret, d'accord? C'est ma gaussienne sur l'axe x dans le cas discret, et c'est aussi ma gaussienne discrète sur l'axe y. C'est g de x égale à g de y, et c'est égal à ça. D'accord? Toujours pour le même cas que la dernière fois, k égale à 5 et sigma égale à 1. Donc ça, c'est quoi le principe? C'est de se dire qu'en vrai, on utilise la propriété que g de x, y, elle est séparable. Et si c'est séparable, on peut calculer sur un seul axe. Donc je réduis la complexité. Et pour régler le problème des réels, parce qu'on a un deuxième problème, c'est qu'on utilise des réels. Et moi, j'aimerais avoir des entiers plutôt que des réels. Et donc je normalise ces vecteurs-là. Ça me donne quelque chose comme ça. Et donc la question après qu'on se pose, c'est comment on en revient à partir de ces vecteurs, donc à retrouver une matrice. Donc, c'est comment on va passer de une dimension à quelque chose en deux dimensions. Un filtre en deux dimensions pour faire la convolution, comme on en avait l'habitude de la faire. Et donc, on revient à une propriété qui est mathématique qui est assez intéressante, qui dit que le triangle de Pascal, eh ben, c'est une approximation discrète d'une fonction gaussienne. Chaque ligne, je prends une ligne au hasard, ça, elle a la forme d'une fonction gaussienne. J'aurais par exemple 1, 3, 3, 1, il y aura quelque chose comme ça. D'accord? Et donc, toutes les lignes qui sont présentes dans mon triangle de Pascal, c'est une approximation discrète d'une fonction gaussienne. D'accord? Et donc, ce triangle de Pascal, il peut me permettre de retrouver, tout simplement, d'éviter le calcul qu'on avait fait tout à l'heure, dans certains cas, et dans certains cas, on est obligé de refaire ces calculs-là. Et donc, à partir de ce vecteur-là, on peut faire directement une approximation. Et donc, en vrai, si par exemple, je reviens ici, on voit ici qu'il y a quand même une différence. Donc, ici, on a presque les mêmes valeurs à un élément près. Ici, c'est le 6, ici, c'est le 7. Ça, c'est à partir de mes calculs. Et là, c'est à partir de mon triangle de Pascal. Et donc, comment? Donc, on répond à la première question, qui est retrouver une matrice à partir de vecteurs. Et on retrouve ça à partir du produit tensoriel. Donc, ce qu'on va faire, c'est le produit tensoriel de mon triangle de Pascal. Et ça me donne une certaine valeur. Des certaines valeurs pour ma matrice. Donc ça, c'est ma matrice, c'est une approximation de mon filtre gaussien. En vrai, la question de tout à l'heure, elle est un peu, pourquoi elle ne me dérange pas, mais
Je vous montre la manière de comment on est arrivé avec calculer à celle de OpenCV. Mais en vrai, il y a des approximations qui se contentent de celle-ci. Vous comprenez? Donc, il y a des approximations qui se contentent de dire que c'est celle-ci ma gaussienne. C'est celle-là ma gaussienne XY. Ils disent que ça, c'est une approximation. C'est assez correct. Je la garde. Mais il y a OpenCV qui dit en fait, elle n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que le 6 et le 7, lorsque je recalcule avec le 7 ici, j'ai quand même une certaine valeur qui change. C'est celle-ci, on a celle-ci, celle-ci, encore celle-là, celle-ci, celle-là, plutôt. Celle-ci, 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 qui changent. Qui changent dans de ma matrice originale avec le G de X qu'on a calculé analytiquement et celle qu'on a trouvée avec le triangle de Pascal. Il y a une grande différence, vous voyez ici, on a quand même 33 éléments de plus, de moins plutôt dans ma matrice originale. Et donc, ce qu'on se dit dans OpenCV, qui est utilisé, un article sur lequel OpenCV se base, ici en fait je vais faire un compromis et je vais changer à peu près la moitié des éléments. Je reprends dans mes matrices et je vais changer la moitié de mes éléments. Plutôt 16 éléments. Je vais enlever 16 éléments. Et donc, ça sera ceci. D'accord? Et là, l'idée mathématique, pourquoi ces éléments et pas d'autres, c'est basé sur les séries de Taylor. Je ne vais pas entrer dedans parce que ça n'est pas le but. Ce n'est pas le but que vous sachiez tout ça. Il faut juste que vous compreniez comment calculer directement. Donc, il a dit qu'on change 16 éléments. Qu'est-ce qu'on fait? Je reprends mes 28 ici, j'enlève 2. Donc, j'enlève moins 2 ici, moins 2 ici, moins 2 ici, oups, moins 2 ici. Ici, j'enlève moins 8. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on retrouve la matrice qui est compromis de ma gaussienne G de X et Y selon l'article sur lequel se base OpenCV. Donc ça, c'est mon approximation, c'est l'approximation qu'utilise OpenCV. On aurait pu se contenter de ça qu'on avait fait tout à l'heure. Il y a des gens qui s'occupent de ce qui sont contents de ça. Il y a d'autres qui vont encore plus loin, qui utilisent d'autres approximations encore plus différentes. Mais elles sont moins précises. En vrai, il y a une preuve, normalement mathématique, qui dit que cette approximation, c'est celle qui ressemble le plus à qui donne les résultats les plus proches de si j'avais utilisé ma matrice de réel. En vrai, c'est cette matrice-là qui est la plus proche possible de mon résultat analytique. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de la preuve parce que ce n'est pas le but. Je voulais juste vous rappeler comment on peut la retrouver. Dans notre cas, c'est celle-ci, c'est comme ça. Mais le but, c'est pas de comprendre mathématiquement derrière ce qu'il y a, parce que c'est pas important. Même nous, comme informaticiens, on utilise uniquement l'approximation d'OpenCV. Donc voici l'approximation d'OpenCV, et c'est ce qu'on vient de calculer maintenant. Donc je vous répète, il y a plusieurs approximations. Vous allez voir que, par exemple, si vous tapez approximation discrète d'un filtre gaussien sur Internet, vous allez trouver plein d'articles scientifiques, et chacun il utilise certains principes mathématiques. Celle-ci, donc nous, on aurait pu se contenter du triangle de Pascal. Mais ce n'est pas celle qui est la plus proche. La plus correcte, c'est celle-ci. C'est celle qu'utilise OpenCV. Et OpenCV, il a dit quoi? Ça ressemble à mon G de X que j'avais au départ. Et j'essaie de la rapprocher au maximum de celle de ma matrice que j'obtiens avec mon triangle de Pascal, en utilisant un certain compromis. Et c'est ça l'idée de ce qu'utilise OpenCV. Donc, on va essayer de... Donc, est-ce que je répète, ou est-ce que c'est clair? C'est clair, cette idée d'approximation du filtre gaussien pour avoir un filtre gaussien discret. Ou est-ce que je répète encore une fois? Est-ce que je répète? Pourquoi vous me répondez? C'est clair. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve que c'est pas clair? C'est clair, madame. Oui, mais est-ce que vous êtes sûr d'avoir tout compris? Alors, si c'est trop clair, j'aimerais bien que vous me dites ce que un de vous s'exprime et me dise qu'il a compris. Juste comme ça, hein, juste avec vos mots, hein, c'est pas une interview. Hein.
juste comme ça, au moment où vous tapez, et que vous me dites ce que vous avez compris. Parce que comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu quand même abstrait. Donc, s'il vous plaît, donc, reprenez, si vous voulez, je vous remets les slides, et vous me dites ce que vous avez compris de cette approximation discrète. Vous me le dites en 2-3 phrases. Vous pouvez taper dans le chat si vous souhaitez. Je préfère que si vous ne voulez pas parler, il n'y a pas de problème. Vous pouvez taper dans le chat. Au lieu de calculer le GXY avec la formule, ça va être très long, donc c'est préférable de calculer le GX. Après, c'est le même que le GY avec le vecteur vertical. Après, pour avoir des entiers, c'est préférable d'avoir des entiers, donc on va faire une normalisation. Et pour avoir une approche approximée, je sais pas, on va prendre le vecteur du triangle de Pascal avec le nombre de cas et on va faire la différence pour avoir le nombre d'éléments à éliminer dans notre matrice. Et bien sûr, il faut calculer la matrice G de XY par le produit. euh, J'ai oublié son nom. Je reviens un petit peu. Je vais recommencer une dernière fois. J'espère que cette fois-ci, je serai un peu plus claire. Peut-être que je n'ai pas été assez claire. Mais c'est très bien, merci Yasmine. Donc, on va reprendre ici. Ah, on ne peut pas effacer, dommage. Mais après, je vais effacer tout ça. Il y a une propriété, on a dit que le filtre gaussien, bon, en fait, c'était sympa, c'était fastidieux à calculer. Donc il y avait deux problèmes. Le premier, c'est qu'il est fastidieux, donc c'est complexe, il y a une complexité, d'accord. Et le deuxième, c'est que ce sont des réels. Et ces réels, ils ne me permettent pas d'avoir des calculs précis. Il y a deux problèmes. Un, c'est un problème de complexité, et un, c'est un problème de précision. Et donc, en fait, avoir un filtre gaussien discret, c'est-à-dire où il y a des entiers, ça me permet d'avoir comment on appelle ça, une précision plus élevée. D'accord. Et ça me facilite les calculs. En fait, quand c'est des entiers, c'est plus facile. Donc, ça, c'est de 1. Et de 2, comment réduire la complexité? Eh bien, il y a une propriété qui est très intéressante des filtres gaussiens, c'est qu'ils sont séparables. Et donc, ça veut dire que mon G de XY est peut-être écrit sous forme de G de X fois G de Y. D'accord. Donc, c'est-à-dire, ça revient à appliquer deux fois. Alors, si je veux appliquer une convolution avec ce filtre en deux dimensions, ça revient à la même chose que si j'appliquais une convolution avec ce filtre-là, suivie d'une convolution avec ce filtre-là. D'accord. Donc ça, c'est bien. Et cette propriété, on dit du filtre gaussien qu'il est séparable. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, si je veux en vrai calculer le filtre de D ici, si j'arrive à calculer pour une dimension, sachant que le gaussien de X, c'est le même que le gaussien de Y à cause de la symétrie, ben en vrai, je peux reconstruire mon filtre gaussien discret à deux dimensions. Et donc, c'est super. Ça veut dire que de 1, j'ai réduit la complexité quand j'ai calculé un seul vecteur. Et deuxièmement, j'ai des valeurs entières. Ça veut dire que j'ai des discrets. Et donc, je règle ces deux problèmes. Un, de complexité, et deux, de précision. Alors, OK, on reprend, on calcule un filtre gaussien pour une seule dimension. Donc, j'ai G de X, ça sera comme ça sera mon X, X au carré, X au carré moins 2 sigma au carré. Donc, ça, c'est divisé par sigma au carré. Donc, j'applique directement ma formule et j'obtiens des valeurs comme ça. D'accord. Ici, j'ai normalisé. Alors, il y a plusieurs façons de normaliser. Dans ce cas-là, c'est avec le min, mais en vrai, la normalisation, c'est pas toujours que le min. Et je pense qu'OpenCV, il utilise d'autres types de normalisation. D'accord. Mais c'est juste, c'est pratique, cette normalisation ici. C'est juste que c'est une normalisation parmi celles qui sont les plus utilisées. Et celle que OpenCV utilise n'est pas le min. D'accord. C'est juste que c'est plus pratique, dans cet exemple-là, d'utiliser le min. D'accord. Donc, je prends l'exemple ici, c'est le min.
Et on retrouve de toute façon les mêmes valeurs avec OpenCV, on retrouvera ce vecteur-là. Et donc ça, c'est mon G de X normalisé. Et donc il est discret et c'est plus facile à calculer. C'est très bien. Et en vrai, on se pose la question, en vrai, est-ce qu'une fonction gaussienne, je suis obligée toujours de la recalculer? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une façon d'approximer ce qu'on vient de calculer directement grâce au triangle de Pascal. En vrai, chaque ligne du triangle de Pascal est une approximation d'une fonction gaussienne. C'est une approximation discrète d'une fonction gaussienne. Donc, chaque ligne de mon triangle de Pascal, elle a une forme gaussienne. D'accord? Si je la fais, si je la dessine sous forme d'un graphe, chaque ligne, je dessine des éléments de chaque ligne sous forme d'un graphe, j'aurai quelque chose qui ressemble à une gaussienne, mais avec des valeurs discrètes, c'est-à-dire avec des valeurs entières. Ça continue comme celle-ci. Et donc, est-ce que, au lieu de calculer tout mon G de X, est-ce qu'à partir de ces valeurs-là, je peux calculer mon filtre? Donc, je me pose la question, est-ce que je peux? Et normalement, on peut le faire. Et donc, mathématiquement, il y a ce qu'on appelle, vous voyez par exemple dans le cas de k égale à 5, voilà, c'est la 5e ligne, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est cette ligne-là. On a 1, 4, 6, 4, 1, on n'a pas besoin de recalculer, alors qu'avec le calcul, on avait obtenu ça. Et effectivement, ce n'est pas les mêmes valeurs. Pourquoi? Parce que, je répète, ce n'est qu'une approximation. Une approximation. D'accord? Donc, c'est une approximation uniquement de mon filtre gaussien. Voici une approximation de mon filtre gaussien. 1, 4, 6, 4, 1. Voilà. Et ça, c'est 1, 4, 7, 4, 1. Très bien. Donc, ça, c'est une approximation. Ce n'est pas exactement les mêmes valeurs, mais c'est quand même. Et comment on recalcule? Donc, je peux reconstruire mon filtre en 2 dimensions. Tout simplement, avec une opération mathématique qu'on va appeler le produit tensoriel. Et donc, le produit tensoriel, c'est ça. D'accord? J'ai un vecteur. Le voici. C'est mon x. Ça, c'est mon g de x. Ça, c'est mon g de y. Ça, c'est mon g de x. Et donc, chaque élément de mon g de y, on va le multiplier par le vecteur. Et donc, chaque ligne de ma matrice, ce sera les multiplications de chaque élément ici avec le vecteur qui est ici. D'accord? Chaque élément ici, ce sera une multiplication avec l'ensemble du vecteur. Donc, on aura quelque chose comme ça. Donc, ce sera une multiplication. On l'avait vu tout à l'heure. Vous voyez, ici, c'est mon vecteur multiplié par 1. Ici, c'est ce vecteur multiplié par 4. C'est 4 fois ce vecteur. Ici, c'est mon vecteur original 1, 4, 6, 4, 1 multiplié par 6. Vous voyez. Et on observe la symétrie, une symétrie évidemment, puisque nos éléments sont symétriques dans les deux axes. Donc ça, c'est ma reconstruction, une approximation de mon filtre gaussien. Et on peut se contenter de ce filtre-là. Seulement, il n'est pas très très précis, parce qu'on est quand même assez loin de ce qu'on pourrait obtenir avec un filtre gaussien calculé analytiquement, comme on avait fait avec la formule la dernière fois. D'accord? Donc on est assez loin quand même. Et donc il y a quelqu'un qui a dit en fait, je vais reprendre celui de le G de X analytique, alors, celui qu'on a discrétisé, qui est celui-là. Je vais lui recalculer ces éléments, donc c'est ceci. Et je vais ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un compromis entre ce qu'on a calculé le G de X et le triangle de Pascal, celui qu'on a obtenu avec le triangle de Pascal. Et donc, ici, dans ce cas-là, c'est celui qui est analytiquement être supposé, cette matrice qui est ici, c'est celle qui est supposée être la plus proche la plus précise, donc la plus proche des résultats qu'on est censé obtenir avec un résultat analytique, c'est-à-dire avec la fonction réelle. Et donc, cette matrice-là qui utilise OpenCV, c'est la plus proche, c'est la plus correcte qui est utilisée. Mais on pourrait utiliser d'autres approximations, il n'y a pas de mal. Mais c'est celle-ci qui est la plus proche. Et puis, mathématiquement, elle est correcte aussi. Donc, il y a des preuves mathématiques pour retrouver, en vrai, ces éléments ici. En plus du produit tensoriel, le produit tensoriel, il est facile à expliquer. Mais il y a d'autres avec les séries de Taylor, d'accord, qui me permettent, en fait, de trouver quels éléments ici doivent changer dans ma matrice. Donc, pour résumer, voici la matrice discrète gaussienne qu'utilise OpenCV.
En vrai, vous pouvez la retenir, mais vous pouvez la retrouver très facilement. Et donc, le but ici d'aujourd'hui, c'était juste de vous montrer comment la retrouver sans trop rentrer dans les maths qu'il y a derrière. D'accord? Donc, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs types d'approximations, que l'approximation la plus proche d'une gaussienne, c'est l'utilisation du triangle de Pascal, et que le triangle de Pascal seul, des fois, en fait, il est assez loin, il est assez éloigné de ce qu'on peut obtenir analytiquement. Et donc, parmi les méthodes qu'ils utilisent, moi, je vous ai montré une méthode qui est celle du compromis. En vrai, il y en a d'autres. La plus précise, c'est celle qui utilise les séries de Taylor. D'accord? Taylor. Comme ça, c'est comme ça. Taylor. Qui utilise les séries de Taylor et qui aussi font un compromis pour obtenir des valeurs qui sont proches analytiquement, les valeurs discrètes qui sont proches des valeurs analytiques réelles. D'accord? Donc, ils obtiennent, c'est-à-dire que le filtre avec les valeurs réelles et le filtre, celui-ci avec les valeurs discrètes, elles obtiennent presque les mêmes valeurs. D'accord? De convolution. D'accord? Et donc, ce calcul-là, donc le but aujourd'hui de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était de dire que le problème avec les réels, c'est qu'on avait des réels, donc on avait un manque de précision et on avait une grande complexité de calcul. Alors, il y a un moyen plus simple de le faire. On utilise une propriété des filtres gaussiens qui sont séparables. Donc, le fait qu'ils soient séparables me permet de calculer les gaussiennes pour les deux axes, x et y. Et ces axes x et y, je peux les discrétiser. Alors, ici, dans cet exemple, je rappelle qu'ici, dans cet exemple, j'ai utilisé le min, mais ce n'est pas ce qu'utilise OpenCV. C'était juste plus pratique que d'utiliser la grande formule qu'utilise OpenCV, c'était trop lent. D'accord? Donc, je ne voulais pas rentrer dans encore utiliser beaucoup de maths. J'ai juste trouvé qu'avec le min, on obtient les mêmes résultats que celle de OpenCV. Une fois qu'on a obtenu les résultats de discrétisation, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire j'applique, donc je peux tout simplement me contenter de ça et de faire le produit tensoriel. Ou bien, je vais directement, au lieu de faire tout ce calcul de G de X ou de G de Y, je vais dans mon triangle de Pascal et je prends directement la ligne qui correspond à mon cas. Si j'ai K égale à ça, j'obtiens directement une certaine valeur. Au final, la reconstruction qu'on obtient avec le triangle de Pascal, hein, par exemple, ici, elle ne sera jamais assez proche de celle qu'on a avec les valeurs réelles. Malgré qu'on a le 1, 4, 6, 4, 1, vous voyez que tout à l'heure, quand même, l'approximation, elle m'a donné 7. 1, 4, 7, 4, 1. 4, 1. Et donc, quand même, on aura une matrice de Gaussienne qui sera quand même, qui aura un certain nombre d'erreurs. Et donc, le 1, 4, 7, 4, 1, si j'applique directement la discrétisation, j'aurai quelque chose de plus correct. Et donc, si c'est correct, en vrai, je dois faire un compromis. Donc, ce qui se passe, que fait OpenCV, c'est qu'il applique un compromis. D'accord? Donc, est-ce que c'est clair pourquoi on a besoin de discrétiser le filtre gaussien et l'idée derrière comment on fait la discrétisation du filtre gaussien? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... Oups, ça c'est limite. Okay. Je vais parler. Dans le chat, normalement. Non, oui, non, pas de questions. Ok, super. Euh, Est-ce que vous avez des compris? C'est compris, super. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la série numéro 3? Donc, pour rappel, c'était les convolutions de filtre gaussien. Est-ce que de manière globale, vous avez des questions par rapport à la série numéro 3? Oups. Oui, non. Non, il n'y a pas. Oui, il y en a. Est-ce que vous avez des autres questions? Est-ce que c'est clair ou pas? Non?
Très bien, c'est clair. Pour la série, c'est clair. Très bien, d'accord. Alors, si vous le souhaitez, on va juste regarder un petit peu parce qu'on a fini la série. On a fini la série numéro 3. Donc, c'est super. Bon, je vais essayer peut-être la prochaine fois de vous montrer les séries de Taylor, comment c'est appliqué. Mais si, moi, je trouve que c'est compliqué pour rien. Mais peut-être que d'ici là, on aura la série numéro 4 et on commencera la série numéro 4. Donc, je pense jeudi, on verra si on a la série numéro 4. On commencera la série numéro 4. Sinon, on reprendra un petit peu le physicien en plus en détail. D'accord, donc si vous souhaitez, on va regarder l'interrogation. D'accord. Donc vous m'avez dit, c'est un petit peu trop basé plutôt orienté vers le cours. Et donc, on va reprendre un petit peu les exercices. Donc, est-ce qu'il y a une question particulière, les jets comme difficiles? On va tous les voir, mais est-ce qu'il y a une en particulier que vous avez trouvé difficile? Un exercice ou plein de questions, en fait, que vous avez trouvé plus difficile que d'autres? Oui, non? Hmm. Non, vous avez aucune. Bon, on va faire toutes les. Alors, c'était des questions de cours. Du coup, il y avait vraiment quelque chose de difficile. Il n'y avait pas vraiment quelque chose de difficile. C'est pas que c'est difficile, c'est quand même assez. Je comprends ce que vous dites, mademoiselle, mais en vrai, j'ai compris ce que disent aussi vos camarades. Ça les a pris en cours, qui ne savaient pas comment répondre aux questions. Donc, en vrai, les questions, elles ne sont pas difficiles parce qu'elles sont toutes dans le cours. Chacune de ces questions est dans le cours. L'interrogation en soi, elle n'est pas difficile. Vraiment, j'ai trouvé que c'était à votre portée. Mais c'était vrai que la façon, peut-être, c'est assez nouveau, donc vous n'êtes peut-être pas habitué à répondre. Mais en vrai, les questions, elles sont quand même assez claires. Donc, on va reprendre un petit peu les exercices que vous avez dans votre intérieur. On va prendre l'exercice numéro 1 et on vous demande d'expliquer la notion de point de fuite. Vanishing point. Donc, il vous dit d'expliquer la notion. Et puis, il vous dit indiquer comment le calculer pour deux droites parallèles dans la scène 3D. Alors, si vous vous rappelez, la première, c'est expliquer la notion. Donc, la notion, vous dites, c'est le point où toutes les lignes se rencontrent dans une image, etc., etc., etc. Ça, c'est dans le cours. Et la deuxième, c'est indiquer comment le calculer, mais ça, c'est dans le TD. On a répondu à ça dans le TD. Dans la première série, on avait la question des questions et on a fait un dessin et on a expliqué qu'il fallait déplacer chaque ligne par l'axe principal, l'axe de division. Et l'intersection de cette droite dans l'axe de division dans mon plan image, ça donne le point de fuite. Donc ça, c'est comment le calculer, c'est ça. Après, on peut donner aussi les coordonnées de ces points-là. Donc ça, si on vous demande, puis toutes les deux, allez, vous pouvez rajouter aussi les coordonnées. Donc ça, on l'a fait en TD, la première question. On l'a fait en TD. La deuxième, c'est expliquer la loi de la lentille gaussienne et indiquer comment cette loi est utilisée. Alors, la loi, expliquer la loi. Quand on vous dit qu'il y a une loi, ça veut dire qu'il y a des calculs. Et quand on a dit la loi, c'était le 1 sur F égale à 1 sur O plus 1 sur I. On l'a fait en TD, vous l'avez fait en cours, et puis on l'a fait en détail en TD. Donc c'est la loi qu'on avait ici dans la série numéro 1, hein, la série numéro 1, et où il y avait simplement, c'était celle-ci, regardez, c'est cette formule-là qu'on a, où on a 1 sur F égale à 1 sur I plus 1 sur O. Donc, il vous demande de recalculer ça, tout simplement. C'est ça ce qu'on vous demande dans la série. On vous donne plutôt dans l'exercice, expliquer la loi, donc vous pouvez l'expliquer, mais avec un dessin, et puis vous la calculez, parce que là, vous avez une loi. Indiquer comment cette loi est utilisée. Maintenant, cette loi, elle est utilisée, donc comment elle est utilisée? Elle est utilisée. Pourquoi faire elle est utilisée? J'aimerais bien que quelqu'un d'entre vous me dise pourquoi. Cette loi gaussienne, elle est là pour régler un problème. La loi gaussienne, elle est utilisée pour calculer
calculer la projection de ma scène dans le plan image, tout simplement. C'est ça ce que ça calcule. Alors, cette formule-là me permet de me calculer la projection de ma scène dans mon plan image. Donc, c'est juste l'utilisation de cette loi. C'est l'utilisation, c'est la projection. Ça sert à calculer la projection de ma scène dans mon plan image. La troisième question, c'est comment est calculé depth of field of lens camera. Et ça, c'était dans le rappel. On n'a pas fait en TD parce qu'il n'y avait pas d'exercice là-dessus. Mais je me rappelle que je vous avais fait un rappel. Je vais l'envoyer normalement. Dans le rappel, il était là. Donc, dans le rappel, on avait fait le depth of field. Donc, le DO. Ah, bah, ça, c'est le point de fuite. Donc, ça, c'est pour le point de fuite. Normalement, les lentilles. Ça, c'est les lentilles. Puis, on avait fait l'histoire du depth of field. Et donc, c'était quoi? C'était la distance qui permettait d'avoir sa profondeur de champ. C'était c'était la distance entre un point focus et un autre point défocus, entre des points focus. Donc, la depth of field, c'était le minimum où j'ai un défocus et le maximum où j'ai aussi un autre défocus. Donc, c'est cette distance qui est entre les deux. J'ai deux points de défocus qui me permettent d'avoir une certaine netteté de l'image. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, ce sont des images qui sont nettes. Regardez là, l'image qu'on avait. Tous les objets qui sont entre depth of field sont des images qui, dans mon image, apparaîtront d'une manière nette. Donc, c'est la portée, donc c'est la profondeur du champ à laquelle mes objets apparaissent nettement sur mon image. Ça, c'est la définition. Maintenant, comment le calculer? Vous prenez des points focus et des points défocus et vous obtenez directement, parce que c'est quoi? Ce qu'on a calculé, c'est le O1 moins O2. C'est cette distance-là. Et cette distance-là, c'est O2 moins O1. C'est égal à cette formule. Je vous ai dit de retenir les formules. Donc, vous retenez directement, parce que dans le cours, elle vous a été donnée directement, sans qu'il y ait de preuves mathématiques. Donc, comment est calculé? Ben, on l'avait directement ici, c'est ça, et c'est sur ces deux points ici, O1, 1 avec O2, et O2 moins O1, ça donne quelque chose comme ça. Ça, c'est dans le cours. Donc, vous la posez comme vous l'avez eu dans le cours. Le deuxième exercice, c'est la convolution. Décrire l'opération de convolution et indiquer à quoi peut servir une telle opération. Donc, en fait, décrire l'opération de convolution, on l'a fait dans le chapitre 3. On l'a expliqué en long et en large. Donc, c'est là le degré de couvrance d'un signal H sur un signal F. Ce degré de couvrance, c'est quoi? Comment on peut indiquer comment servir une telle opération? Elle me permet de transformer un signal F, de le mélanger à un signal H pour obtenir un signal G. Ce signal G, c'est la convolution, donc c'est l'effet de H sur F, d'accord? Pour chaque élément de F, tout simplement. Donc ça, c'est une description, je suis en train de décrire, comme j'ai compris la convolution. Ça, c'est la description. Et à quoi sert une telle opération? Elle me permet d'appliquer des filtres, par exemple. Ben voilà, c'est ça la réponse à la question. Quelle est l'utilité du filtre gaussien? Donner cette expression. L'utilité du filtre gaussien, c'est qu'elle permet d'obtenir des objets. Qu'est-ce qu'on avait dit, la beauté du filtre gaussien? C'est qu'elle permet d'avoir une intensité plus grande que les filtres carrés qu'on avait avant. On avait vu au tout début des convolutions. Et surtout, elle permet de filtrer les edges donc, elle permet d'éliminer les petits détails, les petits bruits. Elle permet d'appliquer un blur qui est distribué de manière gaussienne. Donc, ça permet d'obtenir les éléments qui sont à l'extérieur de mon filtre, qui sont au bout de mon filtre, n'ont pas une aussi grande influence que le centre. Donc, tout ce qui est à l'extérieur de mes objets, les bords, etc., sont atténués et j'élimine tout l'élément de bruit de mes images. Donc, ça, on l'a dit dans le TD. Je ne sais pas si vous l'avez fait en cours, mais ça, on l'a dit en TD. L'expression, c'est la formule qu'on a vue tout à l'heure. L'expression, c'est celle qu'on avait vue avec le x au carré plus y au carré, machin. Et puis, que signifie un filtre bilatéral? Moi, je n'ai pas le cours. Mais si je me rappelle bien, le filtre bilatéral, on commence par le filtre gaussien. Et à partir du filtre gaussien, on applique certaines opérations pour obtenir le filtre bilatéral. D'accord? Donc, est-ce que... Bon, ça, c'est la réponse. Donc, globalement, c'est comme ça que j'aurais répondu. Je ne passe pas me corriger. Mais normalement,
vous avez quand même, vous aurez pu. Il faut juste ne jamais rendre votre feuille blanche. Je vous donne un conseil. Jamais ترجعوا للورقة بيضاء. Mettez ce que vous avez compris. Même si c'est partiellement correct, mais allez, mais ne rendez jamais votre feuille blanche. Il faut toujours répondre. D'accord? Donc, je vous donne un conseil, répondez même si vous n'êtes pas sûr complètement de vos réponses. L'important, c'est que vous compreniez, même si elle est partiellement correcte, c'est déjà quelque chose. Vous avez la moitié de la note. C'est mieux que de ne rien avoir. D'accord? Mais globalement, moi, j'ai pas trouvé que c'était trop difficile. Et puis peut-être, je sais pas, enfin, en même temps, je me mets à votre place, c'est nouveau, c'est pas évident. Vous avez le stress aussi qui compte, donc qui rentre un peu, donc je peux vous comprendre. Mais je pense que ça va quand même. Je pense que ça va, il est assez bien le matériau et j'espère que vous avez tous bien travaillé. En tout cas, j'espère que vous avez tous bien travaillé. Donc, voici pour le. Donc, j'ai fini avec le corrigé. On a fini avec la TD, la série numéro 3. Et voilà, oups, je vous prie de m'excuser. Aïe, aïe, aïe. Je vous prie de m'excuser. Je vous prie de m'excuser. Donc, je disais que j'ai fini avec la série numéro 3. On a fini avec la série numéro 3, donc on a fini avec l'interrogation. Est-ce que vous avez des questions? Et voilà, sinon je vous libère parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Je vous donne juste le formulaire de... Comment on appelle ça? De la liste de présence. D'accord? Voilà, donc la liste de présence, elle est là. N'oubliez pas de la remplir. Et j'aurais une question. J'aurais une question. Vous êtes combien dans la section? Parce que j'ai reçu un mail de l'administration et je ne savais pas. J'ai cherché dans la liste sur Internet et apparemment vous êtes 60, une soixantaine. Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce que vous êtes vraiment une soixantaine dans la section? Parce que moi, je n'ai pas plus d'une trentaine de noms. Oui, vous êtes 60. Donc il y a beaucoup qui ne viennent pas en TD en vrai. C'est une soixantaine. Très bien. Donc il y a beaucoup qui sont absents en vrai dans le TD. Et bah, je ne sais pas comment ils font. Mais c'est important d'assister parce que moi, après l'administration, j'irai leur donner, comment on appelle ça, la liste de présence TACOM. Et j'avais pas beaucoup de noms. Je me suis dit, j'avais au total une trentaine, une 35 à peu près, je pense, au total. Et puis quand j'ai vu ici, j'ai vu, j'avais 60. Je sais pas si c'est. Je me suis dit, hein, c'est quand même beaucoup. Donc, il y a quand même la moitié qui sont absents. Donc, je vais signaler ça. Mais, donc la prochaine fois, vous leur dites d'être présent. Sinon, de toute façon, leur note de participation et de présence, ça sera égal à 0. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, vous me dites, normalement, c'est une soixantaine quand même. Hein. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent pas assister? Est-ce qu'ils sont pas normal quand même? C'est pas normal que quand même vous soyez 60, qu'il y a une trentaine qui assistent. Regardez, là, aujourd'hui, on n'est même pas beaucoup, on est 16. Hein. Madame, est-ce que c'est possible de changer l'heure? Parce que, genre, qui ne rejoint c'est pas possible d'arriver à temps à 16 heures tout le temps. Je suis d'accord, moi je suis d'accord. Si vous me dites vous voulez notre heure, dites-moi et on va changer d'heure, il n'y a pas de problème. Même si c'est le soir calme, moi, ça ne me dérange pas. Même si c'est samedi matin, ça ne me dérange pas. Donc vous me dites s'il y a un autre jour ou bien une autre horaire qui peut vous arranger, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas. D'accord? Donc vous votez entre vous et vous me dites simplement c'est l'heure qui vous arrange et on le fera comme ça. Merci, madame. Je vous en prie, je vous en prie. Donc il faut que vous dites à vos camarades d'insister. C'est très important. Parce que les prochains cours, je pense, vous aurez cours jeudi. Moi, je vais essayer lundi prochain de commencer la nouvelle série. Voilà, ça ne m'arrange pas toutes les semaines. D'ailleurs, je suis toujours à l'université. J'imagine, surtout que maintenant, vous sortez à 2h30. Avant, au moins, vous sortiez à 1h. Donc, si vous avez un autre jour ou une autre horaire à me proposer, votez entre vous et dites-moi. D'accord? Moi, ça ne me dérange pas. Groupe 1 termine à 15h30. C'est beaucoup, hein? 14h30. Donc, il y a un groupe qui termine à 14h30 et un à 13h, c'est ça? Juste pour être sûr. Les deux terminent à 14h30, très bien.
Est-ce que ça vous dérange si on fait un TD est-ce qu'il y a un autre jour? Comme ça, on discute maintenant, hein, parce que comme ça sera réglé. Est-ce qu'il y a un autre jour, dans votre emploi du temps, un autre horaire qui vous arrange? Globalement, on discute, on n'a pas encore pris de décision. Est-ce qu'il y a un autre jour? Je sais que je sais pas quel est votre, j'ai pas envie de toucher à votre journée libre, mais est-ce qu'il y a une autre qui vous arrange, un autre jour qui vous arrange? Même le week-end, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est qu'une heure et demie donc, de TD. Le dimanche, ouais, mais ça me dérange pas. Est-ce que entre vous, le dimanche, vous êtes libre? Je sais pas votre emploi, je retrouve emploi du temps. Votre emploi du temps et vous me dites, enfin, on reprend l'emploi du temps. La discussion de on vous informer, madame. Très bien, vous discutez entre vous. Vous me dites vous dites à vos camarades d'assister, parce que sinon j'aurais pas les informations je vais pas transmettre, je vais transmettre ça à l'administration. Donc, je voudrais que vous ayez tous, je préférais que tout le monde ait au moins une certaine note pour la présence et notre participation. J'ai pas envie de mettre les zéros, j'aime pas ça, donc je préférais que vous assistiez et que au moins de un, vous assistez au TD parce que c'est très important, et de deux, que vous ayez une note, parce que comme ça, j'ai pas envie de mettre des zéros, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Donc, l'emploi du temps. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, vous discutez entre vous, vous m'informez, mais le plus tôt possible, d'accord? Donc, vous m'informez ça le plus tôt possible. Et je vous confirmerai, comme ça, juste, ce ne sera pas le jeudi matin, parce que jeudi matin, j'ai aussi un TD pour mes étudiants de licence. Donc, ce jeudi après-midi, il n'y a pas de problème, mais le matin, non. D'accord? C'est juste pour vous informer. Le jeudi, j'ai un TD avec mes étudiants de licence, je ne peux pas. Donc, les autres jours, j'ai pas de problème. Que ce soit dimanche, lundi, mardi, mercredi, vendredi, et samedi, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, je vais juste rapidement jeter un coup d'œil à l'emploi du temps Tacom. M1, allez, M2, M1 n'est pas. M1, M1 idée. Donc, ça, c'est vous. Vous êtes le dimanche, vous avez le dimanche libre. Donc, ça, c'est le lundi. On va donner la plus. Donc, vous avez le dimanche libre. D'accord? Vous avez le dimanche libre, le lundi après-midi, c'est bien, hein. Le reste, vous êtes pris toute la semaine. Vous avez pris toute la semaine. Donc, vous avez juste le samedi et le dimanche. Donc, vous cherchez entre vous, vous discutez et vous choisissez. D'accord? Entre le samedi et le dimanche. Ou même le lundi plus tard, dans la soirée, mais allez, ça ne me dérange pas, même si c'est à 18h ou à 19h, moi, ça ne me dérange pas. Donc, il est tard, comme. Vous avez le samedi, le dimanche et le lundi soir, même dans la soirée, ça me dérange. D'accord? Donc, vous décidez et vous me répondez, vous me donnez une réponse. D'accord? Donc, on fait comme ça. Et voilà, donc vous discutez et puis c'est tout. Je peux vous libérer parce qu'il est quand même, on a fini. Donc, si vous voulez partir, vous pouvez partir. Je vous libère. D'accord? Donc, je vous souhaite une bonne soirée et vous me répondez le plus tôt possible. D'accord?